Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je suis avec Emmanuel Latraverse et Mathieu Bock-Côté. Emmanuel, as-tu lu le texte d'Antoine Robitaille? Alors, je vais résumer. Donc, Pablo Rodriguez qui annonce qu'il se lance à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, puis il dit, vous savez, M. Carlos Laetao, c'est lui qui va rédiger ma politique économique. Et là, pendant ce temps-là, Antoine Robitaille est au téléphone avec Carlos Laetao, coïncidence, et il demande à M. Laetao, est-ce que c'est vrai? Puis M. Laetao dit, non seulement c'est faux, je ne vais pas rédiger du tout sa plateforme économique, mais j'appuie aucun candidat dans cette course-là. Et après ça, quelques temps après, M. Laetao a rappelé Antoine Robitaille en disant « Ah, finalement, j'appuie Pablo Rodriguez. » Écoute, c'est le foutu bordel. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel? Ben, ce qui se passe, c'est que dans la course à renchausser la crédibilité économique des uns et des autres, de M. Rodriguez en particulier, on a fini par tourner les coins ronds. Ce qu'on en comprend, c'est qu'il y avait eu M. Létao appuyait M. Beauchemin. Donc, M. Beauchemin a dit, oh oui, ma gang vient avec moi. OK, ben bravo, on a M. Létao avec nous. Puis, entre-temps, M. Létao a compris que parce qu'il est sur le conseil aviseur de la Banque du Canada, ben, il devrait peut-être pas se mêler de politique partisane. Fait que tout ça, ça fait un beau fouillis. Puis, je pense que ça vient surtout, c'est venu finir de plomber la première journée officielle de Pablo Rodriguez dans sa course. Puis, tu sais, lui qui est si soucieux là, de créer de la distance perçue entre lui et le bilan du gouvernement Trudeau en matière économique, ben je pense que la leçon que ça lui montre, c'est que ça va prendre plus que l'appui de Martin Coiteux et de Frédéric Beauchemin, puis d'avoir voté contre le congé TPS à un moment donné. Là, ça va prendre un débat, des explications claires et tout ça. Et Mathieu, donc, écoute, puis M. Beauchemin aussi avait appuyé, là, M. Trudeau, puis tout ça. Donc, ça va être difficile pour Pablo Rodriguez de prendre ses distances avec l'ère Trudeau, là. Non, mais surtout, je vois pas, à moins que M. Rodriguez, depuis des années, se pile sur la conscience, je vois pas pourquoi il voudrait prendre ses distances avec l'ère Trudeau. C'est une ère à laquelle il a pleinement participé, à laquelle il adhérait, à laquelle il croyait à ce qui était porté. C'était le premier à insulter ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, et plus largement avec ce gouvernement et sa philosophie. Donc, on est devant quelqu'un qui adhérait, qui est pas par ailleurs, là je pense pas que c'est insultant de le dire, c'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler un intellectuel particulièrement construit. C'est un homme politique plutôt de tendance populiste davantage que tendance construction d'un programme, et ainsi de suite. Donc, c'est pas déshonorant, mais voilà un homme, il faut juste rappeler les choses. Rodriguez est candidat à chefferie des Rouges au Québec parce qu'il sait qu'il va avoir un hécatombe à Ottawa. Donc là, il voulait se donner un espace de promotion. Il voulait poursuivre sa carrière quelque part où il y avait la possibilité de cheffer quelque chose, alors que son parti à Ottawa allait connaître une hécatombe et allait traverser des années absolument pénibles. Puis parce qu'en politique, les gens se disent toujours qu'ils vont finir par gagner, il s'est dit qu'il a peut-être une chance de, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, eh bien, sur un malentendu, il pourrait peut-être non seulement remporter la chefferie des Rouges, mais devenir premier ministre du Québec. Bon, mais là, on n'est pas ici devant une espèce de choix, un homme qui a toujours dans sa vie voulu devenir premier ministre du Québec, qui est habité par la passion du Québec, qui est habité par le nationalisme québécois. On est devant un choix de carrière circonstanciel d'un politicien de seconde zone d'Ottawa qui poursuit sa carrière désormais à Québec plutôt qu'à Ottawa. Oh, seconde zone, t'as un peu réagi, là, Emmanuel. Ben là, je tomberai pas là-dedans, mais je pense que, cependant... Non, mais OK, on peut faire semblant qu'il ne l'est pas. Analyste politique, je pense que M. Rodriguez, son gros défi, c'est de montrer qu'il a un projet. Et la lacune qu'il y avait dans son lancement hier, c'est que tu peux dire rassembler, reconnecter 500 000 fois. Hier, c'était vraiment l'occasion de montrer qu'il y avait un projet autre que de trouver un deuxième chapitre à sa vie politique. Et c'est ce qui a manqué, puis je pense que c'est qu'il est mieux de combler cette lacune-là dans le discours public très rapidement, parce que c'est sûr que Charles Millard est beaucoup moins connu, il n'y a pas le même écho, monsieur, madame, tout le monde ne savent pas de qui on parle, etc., l'ex-président de la Fédération des chambres de commerce, mais son discours était pas mal plus structuré cependant.
et quand tu es dans une course à la direction où tu t'adresses aux membres qui, eux, sont informés, ben à un moment donné, M. Rodriguez a du boulot, a du pain sur la planche. Mathieu, il y a un coucou qui s'est présenté à la course à la chefferie au Parti libéral du Canada. Le gars a dit c'est pas nécessaire de parler français. Et toi, tout de suite, tu colles au plafond en disant ben c'est la preuve que le bilinguisme officiel est terminé au Canada. Est-ce que, tu sais, ce gars-là, il représente-t-il vraiment le Parti libéral du Canada? C'est moi, coucou, là. Moi, je dis qu'il représente la tendance à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a dit ce député d'origine indienne, arrivé au Canada depuis 20 ans, élu député, et qui explique aux francophones, aux Québécois, que leur langue est secondaire. Bon, parfait. Il représente bien, de ce point de vue, les conséquences politiques de l'immigration massive. Il la personnifie, il l'incarne. Alors, quel est l'enjeu ici? Moi, ça fait un bon moment que je dis que le Canada est un pays bilingue de langue anglaise. Le Canada, il faut s'en souvenir, au moment du gouvernement Trudeau, le premier gouvernement Trudeau, on n'avait pas fait la liste des ministres qui parlaient, des ministres bilingues du cabinet fédéral. On avait plutôt fait le portrait de la photo de la diversité. Donc, il y avait tout, je pense. De mémoire, il y avait un sikh, un musulman, un type en chaise roulante, moitié homme, moitié femme. Les trans, c'était pas encore à mode. Mais s'il y avait en 2025, ils arrêtent. Non, mais le fait est que, ils avaient le souci de cette espèce de diversité revendiquée. Et le bilinguisme appartient à une histoire ancienne du Canada. C'est une histoire résiduelle, en quelque sorte. La preuve en est que, sous les années Trudeau, le gouverneur général a été choisi. Mme Simon, elle parle pas français. On savait qu'elle parlait pas français. Et alors que les conservateurs avaient pensé la nommer auparavant, puis ils l'avaient pas nommée parce qu'elle parlait pas français. Là, les libéraux ont dit c'est pas grave parce qu'elle représente un symbole plus fort, les nations autochtones, plutôt que le français. Ensuite, Michael Rousseau, Air Canada. Donc, un moment donné, le Canada, le bilinguisme appartient à une époque antérieure du Canada. C'est à l'époque où les deux peuples fondateurs voulaient vaguement dire quelque chose. Une époque avant la submersion démographique. Une époque où la question du Québec est importante. L'immigration, Emmanuel. Excuse-moi. Attends, il n'y a pas de lien de l'anglicisation et l'immigration. Emmanuel. Wow! Premièrement. Wow. Je veux dire, non, mais c'était pas le fruit de la diversité et de l'immigration, là, l'histoire de la photo de famille en 2015. Je pense que pour M. Trudeau, puis je le défends pas, là. M. Trudeau a été élu sur l'idée d'amener un vent de fraîcheur, des nouveaux visages en politique, etc. Donc, il a fait un effort en termes de diversité, d'origine. Puis il y avait là-dedans des symboles purement instrumentalisés, là, comme Mariam Monsef, la réfugiée afghane qui est ministre des institutions démocratiques. J'en suis. Celle qui a parlé des talibans comme nos frères, c'est bien elle, hein? Oui, c'est bien elle. Oui, mais c'est pas parce qu'il y avait quelques-uns dans le lot qui étaient des marionnettes du symbolisme que tout l'exercice était invalide et était le symbole de la politique de la migration massive. Numéro 1. Numéro 2, on peut pas tout mettre sur le dos de l'immigration. La réalité, c'est que je suis d'accord avec toi que le principe fondamental du bilinguisme comme élément structurant de l'identité canadienne, c'est grandement étiolé au fil des ans, que le gouvernement Trudeau, en reléguant le français comme étant par moment une langue minoritaire comme les autres, comme dans le cas de Mary Simon, a accentué cette tendance-là. Mais on s'entend, c'est pas c'est pas nécessairement un geste contre le Québec, et de deux, moi, je pense qu'il y a un fruit de ce désintérêt pour le bilinguisme qui vient du désintérêt général dans la classe politique au Canada, mais au Québec aussi, de la question nationale. La réalité, c'est que la question nationale, elle revient tranquillement à l'avant-plan à cause de la montée du Parti québécois, à cause un peu des tentatives de M. Legault de brasser le cocotier. Mais la réalité, c'est que depuis les lendemains de l'échec du référendum, cette question-là a été taboue. Le Canada s'en est désintéressé. Et plus les années avancent, plus le Québec se construit en marge de ça. Donc ça, c'est pas lié à l'immigration massive. Là. Oui, bien sûr que oui. Comme dirait Emmanuel, minute papillon. Alors, reprenons. Dans les faits, plus le Canada se transforme, et plus une partie massive de sa population est éloignée des les deux peuples fondateurs, comme on disait historiquement, ceux-là arrivent au Canada, pays anglais dans leur esprit, où il y a des francophones au Québec, ben oui, mais même quand on vit au Québec, on n'est pas obligé de s'y intégrer. Premier élément. Deuxième élément, cette immigration a transformé l'identité même du Canada. Par ailleurs, je note que tu dis, c'est l'absence d'intérêt pour la question nationale qui fait qu'on a sacrifié le bilinguisme. Autrement dit, dès que les Québécois ne menacent plus de partir et que le nationalisme québécois n'est plus un principe
principe actif dans le Canada, on cesse de faire semblant de s'intéresser aux Français. Je suis d'accord avec toi si c'est ton analyse. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que, oui, mais donc, dans les faits, le Canada est un pays anglais qui fait semblant d'être vaguement francophone de temps en temps quand il pense que les Québécois vont s'en aller. Mais je reviens à l'élément central. Si le Canada avait pas changé fondamentalement de structure démographique, pourquoi le Canada change de structure démographique, là? C'est pas parce qu'il y a une forme de, c'est pas parce que les John Smith, les Duncan Hunter, puis les, je sais pas moi, les Tom Sideway se multiplient tellement qu'il y a tellement de Canadiens anglais aujourd'hui qu'il n'y a plus assez de francophones. C'est parce que le Canada a misé sur une politique d'immigration massive et que cette population s'anglicise partout. Oui, mais tu donc parles, là, tu utilises... non, c'est que c'est le facteur Mathieu, le plus important. On peut pas tu le traiter comme un facteur parmi d'autres. Non, mais là où il y a une erreur, c'est que tu utilises l'exemple, OK, d'un immigrant indien, hurluberlu, obtus, désinformé. Pourquoi comme Hurluberlu est député libéral? Non, attends! Peux-tu me la... Comme qu'il est un symbole de tout ce qui cloche avec l'immigration massive et l'abandon du français. Pour cet immigrant indien-là, moi, j'en ai une à t'offrir. Anita Anand, fille d'immigrants indiens aussi, qui sont arrivés en Nouvelle-Écosse, qui a fait une partie de ses années de secondaire à Terre-Neuve et dont les parents ont insisté pour qu'elle apprenne le français, qui fait d'elle une ministre senior bilingue du gouvernement. Mais pardonne-moi, on peut Emmanuel, construire un argumentaire complet non. sur l'échec du Canada autour d'un exemple ou d'un autre. Je pense qu'il faut aller au-delà de l'obsession de l'immigration massive. Il y a des enjeux structurels autres au Canada que l'immigration. Le mot de la fin. La question de l'immigration massive, c'est elle qui a transformé tous les autres facteurs en les amplifiant. 1. 2, mon petit député libéral qui pense que le français est pas important, il est 1000 fois plus représentatif du Canada de demain qu'Anita Anand qui a fait des efforts méritoires pour apprendre le français. C'est-à-dire, fondamentalement, l'avenir du Canada, on va pas se faire accroire que c'est du bilinguisme. Puis dans ce pays-là, aujourd'hui, le français est une langue optionnelle réservée aux francophones qui peuvent prendre le bonjour dans le bonjourail. C'est-à-dire, faut juste arrêter de se conter des histoires, on regarde la réalité, puis normalement, on quitte ce pays-là. Ça, c'est la conclusion. Okay. Et pour l'instant, ou alors on accepte de vivre dans un pays anglais, puis on va tout m'emmener. Tu vas t'appeler Emmanuel de Travers, puis je vais m'appeler Matthew Boxside. Okay. Mais non, mais Alors, Mathieu qui fait du mansplaining et Emmanuel qui fait du womansplaining. Alors, merci beaucoup. Non, elle fait de l'anglo-splaining. Oh my God, ça se peut pas. Salut. Salut.